Bonsoir et bienvenue sur Alta Frequenza pour votre rendez-vous historique. Bonsoir Philippe. Bonsoir Frédéric. Nous recevons cette semaine encore Pierre-André Nicolai. On rappelle, guide de l'Office du tourisme d'Ajaccio. Pierre-André, vous étiez avec nous il y a quelques temps de cela. On a parlé de l'histoire d'Ajaccio à travers les visites que vous réalisez. Mais c'est vrai que Philippe, c'est tellement vaste, on a oublié de parler de plein de choses. En tout cas, on n'a pas eu le temps plutôt. Oui, parce qu'effectivement, même si la ville d'Ajaccio est récente, elle a 500 ans et quelques, l'histoire est excessivement riche. Et en plus, pour revenir à l'action de Pierre-André à l'Office de tourisme, au-delà de ce qui passe pour des évidences comme l'histoire napoléonienne, la ville génoise, il a réussi à renouveler un peu le métier et les thématiques en présentant du patrimoine caché. Il y a des choses auxquelles on ne s'attend absolument pas, des curiosités méditerranéennes, et il y a deux choses qui me viennent à l'esprit, c'est la visite guidée dédiée au corail et puis la visite du cimetière. Mais bon, ça il va nous en parler abondamment, je pense. On parlera de tout cela tout au long de cette semaine. On parlera aussi des grands personnages ajacciens. On peut commencer par le corail, pourquoi pas? C'est-à-dire que vous faites des visites Ajaccio et son corail. Ça fait partie du programme. Oui, vous savez, en étant en contact avec les gens, finalement, il y a des questions on vous pose des questions, et puis ces questions, quand vous les analysez, il y a un intérêt qui se fait, et puis vous vous demandez s'il n'y a pas une visite guidée qui peut se créer autour de cet intérêt et de ces questions. Donc à un moment donné, c'est vrai que quand vous baladez à Ajaccio ou en Corse de manière générale, vous voyez souvent des femmes avec des objets, des bijoux en corail. Alors bien sûr, le corail c'est un bijou, hein, mais c'est aussi, et tout le monde le sait, enfin du moins les gens qui vivent ici, le corail c'est aussi considéré comme une amulette. C'est-à-dire que ça protège contre le mauvais sort, et souvent lorsqu'un enfant naît, on lui offre un objet en corail pour le protéger contre le mauvais œil. Et en cherchant un peu, en faisant des recherches dans des livres, en regardant un peu également sur Internet, on s'aperçoit que le corail a quand même joué un rôle économique de tout premier plan à Ajaccio au XVIIIe siècle. Hein. Enfin, le corail a été pêché depuis très longtemps en Corse, mais à un moment donné, Ajaccio va se développer au XVIIe et au XVIIIe siècle grâce à l'activité de la pêche au corail. Donc vous aviez, alors je vais parler d'Ajaccien, même si ça concernait pratiquement de nombreux Corses, donc de nombreux Ajacciens pêchaient le corail. Alors bien sûr ils le pêchaient aux alentours de la Corse, mais ils allaient même en Afrique du Nord, sur les côtes de l'Algérie, de la Tunisie actuelle, pour aller pêcher du corail, et ils partaient plusieurs mois. Alors si en Corse on pêchait le corail, on le vendait, malheureusement il n'y a jamais vraiment eu de transformation du corail. Et ça a été un peu dommage, parce que je pense que c'est l'étape qui aurait permis de mieux valoriser ce produit. Alors de nos jours, il y a encore des corailleurs en Corse, hein, très très peu. Il y a quelques personnes qui travaillent le corail en Corse. Il y en a à Ajaccio, il y en a à Bonifacio et puis ailleurs. Hein. Et puis il y a des institutions qui vendent le corail, des magasins. Hein. On ne va pas les citer, je pense qu'on ne va pas faire on les connaît. Il y a des grands magasins très réputés dans l'objet de la vente du corail. Et donc, j'ai voulu créer, c'est vrai, cette visite sur le corail et le rôle qu'a joué le corail ici à Ajaccio, en sachant que il n'y a pas énormément de traces historiques. Hein. Vous avez dans la rue Fesch cette maison, la maison Arcade, qu'on appelle la maison des corailleurs, mais qui ne s'appelle pas forcément la maison des corailleurs, c'est la maison du corailleur, puisque c'est un armateur qui s'appelait Montepagano qui s'est installé ici, qui a construit cette maison, qui, lorsqu'il a construit cette maison, elle est au bord de la mer. C'est après que les immeubles en face seront construits. Et d'ailleurs, l'oratoire qui est à côté, qui s'appelle Saint-Roquet, par rapport au grand Saint-Roch sur le cours, mais à l'origine, c'est Saint-Roch sous le Mar, Saint-Roch sur la mer, puisqu'il y avait le rivage aux abords de cette maison. Et donc on évoque un petit peu le corail à Ajaccio, ces corailleurs qui pêchaient le corail, aussi bien en Corse qu'en Afrique du Nord, comment ils le pêchaient, alors d'abord en descendant dans les fonds marins lorsque c'était possible, et puis ensuite avec cette croix Saint-André qui a fait à un moment donné des ravages lorsqu'on a commencé à la traîner avec des bateaux puissants, qui est interdit d'ailleurs, cette méthode de la croix Saint-André. Et maintenant donc vous avez des corailleurs qui descendent au-delà de 60 mètres de profondeur, puisque avant entre 0 et 60 c'est pas possible, et donc qui descendent au-delà de 60 mètres de
profondeur et qui, souvent au péril de leur vie, parce que bon, vous dites bien que ces profondeurs, il faut faire très attention, descendent et récoltent ce corail qui ensuite revendent à des gens aussi bien en Corse qu'ailleurs. Et ça permet de faire encore un petit peu vivre certaines personnes. Hein, donc. Mais c'est resté une tradition. Et à Ajaccio, il y a cette histoire qui est liée au corail. Et puis il y a même dans la vieille ville un atelier qui travaille ce corail, donc qui montre comment d'une branche brute, eh bien, avec sa fraise, avec son matériel, avec son savoir-faire, hein, bien sûr, elle arrive à donner cet éclat au corail qu'on porte autour du cou, autour du poignet. On a fait des bijoux somptueux. Ah oui, il y a des grandes maisons. Alors je ne sais pas si c'est du corail corse, mais il y a Cartier, Fred qui font des bijoux en corail. Hein. J'imagine qu'il y a des réglementations pour aller pêcher le corail. Par exemple, un oursin, il faut que ce soit telle profondeur, on n'a pas le droit d'utiliser, je crois, des bouteilles. Est-ce que pour le corail, voilà, on essaye de protéger le corail aussi avec ces réglementations? Ah oui, il y a des réglementations. Alors, je ne suis pas spécialiste de réglementation du corail, hein, je ne suis pas corailleur, et puis bon là, c'est les affaires maritimes qui gèrent tout ça. Mais il y a des zones de jachère, hein, comme on en parlait, entre 0 et 60 mètres, on n'a pas le récolter. Je pense qu'il y a une taille, il y a également une certaine quantité qui peut être pêché, et puis il y a également du matériel qui peut être utilisé à des fins de prospection, mais pas à des fins de récolte, je dirais, hein, puisque le fait de faire une plongée au-delà de 60 mètres, ça vous limite dans le temps, hein, quand vous êtes plongeur, donc vous restez une certaine minute, puis au-delà vous êtes obligé de remonter, parce que vous mettez votre vie en danger, et donc forcément, si vous limitez votre temps dans l'eau, vous limitez la récolte. Alors Philippe, à partir du XVIIe siècle, donc c'est ça, on a commencé à... Oui, le corail a souvent été pêché très tôt en Corse, mais pour l'âge d'or d'Ajaccio, on va dire que c'est le XVIIe, XVIIIe siècle. Donc Napoléon a connu les corailleurs. Est-ce que tu penses que les Bonaparte portaient du corail autour du cou? Alors justement, oui. Il y a eu des bijoux en corail dans la famille. Et on a même un témoignage qui malheureusement est faux au Palais Fêche, puisque la collection napoléonienne présente un objet en corail, c'est un peigne qui aurait appartenu à Madame Mère du temps de sa splendeur. C'est pas tout à fait ça, hein, parce que c'est un objet courant, c'est vraisemblablement un petit peigne qui a appartenu à quelqu'un d'une petite noblesse ici, mais certainement pas à Madame Mère, parce qu'à l'époque où elle était censée porter ce peigne, elle était plutôt branchée diamants et pierres précieuses, hein. Elle avait passé un cap. Mais de toute façon, oui, les Bonaparte étaient immergés dans cette microéconomie ajaxienne et avaient du corail. On se quitte, messieurs. On se donne rendez-vous demain pour la suite de cette discussion. À demain. À demain. Bonsoir Philippe. Bonsoir Frédéric. Comment vas-tu? Ça va bien toujours, cher ami. Nous recevons cette semaine encore Pierre-André Nicolai. Bonjour. Bonsoir plutôt Pierre-André. Bonsoir. Guide de l'Office du tourisme à Ajaccio. On a commencé hier soir à parler du corail et de l'importance finalement, je ne vais pas employer le mot industrie, mais de... Économique. L'importance économique, cette tout à fait. Du corail. Au XVIIIe siècle, ça représentait quoi? Une grande partie de la population, il y a des historiens locaux qui se sont penchés sur cette histoire du corail à Ajaccio. Et donc, ça faisait vivre une grande partie de la population ajaxienne. Alors, de manière directe, bien sûr, les corailleurs, mais de manière également indirecte, puisque ces corailleurs faisaient vivre femmes et enfants. Et puis, il y avait les corailleurs, et puis il y avait les gens qui travaillaient le bois, et puis il y avait tous des métiers qui sont comme ça autour de cette économie du corail. Et d'ailleurs, Philippe, hier, en parlait, et Napoléon a vécu dans cette atmosphère des corailleurs. Et d'ailleurs, lorsqu'il est consul, il va prendre des mesures visant à favoriser cette activité économique du corail dans sa ville natale, notamment pour les corailleurs en créant ce lazaret qui est sur la grande île, ce qui reste du lazaret, sur la grande île des Sanguinaires, pour que ces corailleurs qui revenaient d'Afrique du Nord puissent faire leur quarantaine proche d'Ajaccio, puisque ce lazaret en fait servait à mettre des populations qui venaient de contrées lointaines où il y avait des maladies dont on avait peur, la peste notamment, et on mettait ces gens-là en quarantaine 40 jours, si aucune maladie ne s'est déclarée pendant ce délai, à ce moment-là, ils pouvaient être assimilés à la population locale. Et ce lazaret sur la grande île des Sanguinaires est construit dans ce but. Oui, c'est un élément de patrimoine que tout le monde a oublié parce qu'il est sur l'île des Sanguinaires et qu'on n'y va pas forcément très facilement, mais ça fait partie de ces aménagements sanitaires voulus par Napoléon Bonaparte, consul. Et avant
que le lazaret d'Asprey ne soit construit. On est le début de la construction, je crois que c'est 1808 ou quelque chose comme ça. Et il y a des restes aujourd'hui, il y a encore les bases de la construction, si vous pouvez aller à la nage jusque là-bas, c'est toujours sympathique. Sinon il y a des navettes maritimes. Aussi, oui. Je ne sais pas si les navettes maritimes, on peut accoster. Oui, on peut le faire, d'accord. Visite, ouais. Concrètement, une visite sur le corail, concrètement, où va-t-on et que voit-on ? Alors, une visite sur le corail, bien sûr, c'est un passage par la rue Fèche, l'ancien faubourg, puisque c'était le quartier de la ville d'Ajaccio d'où les corailleurs étaient souvent originaires. Hein. Et d'ailleurs, cette activité du corail, elle était saisonnière, hein, vous en doutez bien. Hein. Donc, printemps-été, on allait récolter le corail. Et puis l'hiver, quand la mer ne le permettait pas de faire cette activité, on travaillait dans les champs. Hein. Donc, s'il y avait une dualité des activités, donc on se baladait dans la rue. Enfin, cette visite sur le corail, bien sûr, elle passe par la rue Fèche, forcément, qui était ce quartier populaire. On s'arrête à la place Hoche, puisqu'on a Napoléon Consul, et donc, comme on l'a dit, que Napoléon Consul prend des mesures pour favoriser le corail à Ajaccio, on s'arrête et puis on parle du rôle que Napoléon a joué. On s'arrête également devant la cathédrale, parce que quand on est à cette cathédrale, on a une ouverture sur le golfe d'Ajaccio, hein, et donc on parle de ces corailleurs qui partaient pêcher le corail, donc qui quittaient la ville d'Ajaccio, qui tournaient aux alentours de Capodimour. Alors, qui pouvait aller en Afrique du Nord directement, ou qui alors passait par Livourne pour des fois récupérer du matériel, ça dépendait. Hein. Et donc ensuite, ils longeaient la Corse pour aller sur ces côtes d'Afrique du Nord actuelles. Et ensuite, cette visite du corail, pour moi, ne se perçoit pas sans montrer comment on taille le corail et c'est quoi le corail. Donc ensuite, on va dans cet atelier de la vieille ville où, on peut la citer, hein, Madame Audier taille le corail. Hein, donc elle monte la branche brute telle qu'elle sort de l'eau. Hein, et le corail brut, c'est pas spécialement joli, quoi. Hein. Et donc elle, avec sa fraise, donc elle enlève la peau, elle le polit, et donc ça donne cette couleur rouge, hein, qui est très très recherchée. Corail rouge sang de bœuf, hein, qui est très recherché, même s'il y a différents tons, hein, peau d'ange notamment. Et donc c'est une visite à deux où il y a une partie plus ou moins historique et une partie, on va dire, démonstration. Oui, ça touche l'artisanat. Ça touche l'artisanat, voilà. Et c'est ce que recherchent les gens. Hein. C'est quelque chose qui est atypique. Et c'est vrai que pour la plupart des gens qui viennent du continent, pour eux, le corail, c'est quelque chose d'atypique et d'exotique. Ah oui, tout à fait. Hein. On pense tout de suite à l'Australie, à des pays très lointains. Même si c'est pas le même genre de corail, parce que si vous commencez à penser du corail du Pacifique, il va pas vous rester grand-chose. Mais c'est vrai qu'on pense peut-être pas forcément au corail quand on vient en vacances en Corse. Exactement. Voilà. Alors que le corail a quand même une certaine importance. Et vous savez, j'ai des relents de souvenirs. Je crois qu'à un moment donné, sur les armoiries de la Corse, il y a un personnage marin qui tient une branche de corail dans sa main. Ah. Oui, il y a l'armoirie avec la tête de Maure, deux personnages marins de part et d'autre, et je crois qu'un des deux tient la branche de corail. Voilà, maintenant, avec Internet, on peut vérifier beaucoup de choses, il faudrait que je vérifie vite fait, mais dans mes souvenirs, je crois qu'il y a un des personnages qui tient une branche de corail. Donc vous voyez, quand même, il y a un rôle, hein. Il y a une importance. Oui, tu dis, parce qu'en plus, tu as une partie de ta vie dans l'océan Pacifique, toi. Oui, il y a une partie, oui. Et puis comment ça s'appelle ? Il y a donc une différence entre les coraux et quelque chose qui fait que la spécificité du corail corse en termes de bijoux. Alors, on va parler... Corail corse, corail méditerranéen. Le corail méditerranéen. Alors, le corail rouge de Méditerranée, déjà, on le trouve principalement sur la côte occidentale de la Corse, hein, puisqu'il pousse sur des fonds rocheux et pas sur des fonds sableux. Et bien sûr, il est suffisamment dur pour pouvoir être taillé, poncé. Enfin bon, je connais pas les termes adéquats de comment on transforme le corail, hein, de brut à bijou. Mais il garde sa couleur. D'accord. Il garde sa couleur et la matière fait qu'il peut être poncé, donc sans trop l'abîmer, parce que le corail du Pacifique, c'est poreux. Hein, vous allez commencer à le travailler, ça va être de la poussière. Hein, voilà, je ne connais pas spécialiste du corail du Pacifique, mais voilà, imaginez-vous et puis bon, comment voulez-vous mettre au cou ? Enfin bon, voilà, non, il y a vraiment une richesse. Ce corail de Méditerranée se prête très bien au fait qu'ils sont un bijou. Et puis là, on touche aussi aux us et coutumes, aux mœurs de la Corse. Oui, je ne sais pas si vous avez du corail, mais tout le monde. Nous avons tous quasiment du corail autour du cou, voilà, autour du poignet, tout à fait. Avec des vertus protectrices. Est-ce que ça, je ne sais pas si vous pouvez répondre, hein, mais c'est spécifique à la Corse ou pas, selon vous ? Vous ne savez pas, hein ?
Aucune idée. Aucune idée. Hein, Moi, voilà, mais moi non plus. moi, je connais le cas pour la Corse, bien sûr, hein, avec ce corail, bien sûr, qu'on offre aux nouveau-nés hein, pour se protéger. Je ne sais pas si dans d'autres régions méditerranéennes, on retrouve cette croyance, cette amulette, je ne sais pas. Parce qu'on m'a souvent fait la remarque sur le continent, mais c'est quoi ce truc autour du cou? C'est du corail. Ah bon? Alors, ils sont souvent surpris hein, je ne sais pas si c'est une tradition, on peut appeler ça comme ça. On va se quitter, Pierre-André Nicolai et Philippe Perfettine. Demain, on va passer à une autre thématique, toujours à Ajaccio. Tu parlais, Philippe, des choses un petit peu auxquelles on ne s'attend peut-être pas forcément, mais la visite du cimetière d'Ajaccio, ça se fait aussi. Ça se fait aussi. Et c'est très prisé par... C'est très prisé, oui. Les gens sont à la recherche de comment on pourrait dire, ils sont surpris par ce cimetière des sanguinaires. Hein. Alors tout en respectant le lieu, bien sûr, on le visite, parce qu'ils sont surpris par cette forme et ces chapelles nombreuses. Alors on en parlera justement demain, à partir de demain. À demain. À demain. Bonsoir Philippe. Bonsoir Frédéric. Bienvenue sur Alta, nous sommes mercredi pour Story in Australie. Bonsoir Pierre-André Nicolai. Bonsoir. Les auditeurs commencent à bien vous connaître. Hein, ouais. Ça fait maintenant une deuxième semaine que nous passons ensemble. On rappelle que vous êtes guide de l'Office du tourisme à Ajaccio. Vous avez des connaissances diverses et variées vraiment sur la ville d'Ajaccio que vous connaissez très bien. Pas seulement les monuments, pas seulement les personnages, même les us et coutumes. Voilà, ça fait partie du métier de guide de tout savoir finalement. Parce que j'imagine des fois, il y a des questions qui sortent de nulle part et il faut être prêt. Hein. Ah oui, il y a des questions, et là, je pense à mes confrères et mes consoeurs guides qui ont dû eux aussi avoir des grands moments de solitude. Il faut s'attendre à n'importe quelle question. Après, voilà, il y a des questions qui sont un petit peu ridicules. Ouais. Bon, après, voilà, on ne sait pas tout, attention. Hein, guide conférencier, bien sûr, on essaye d'avoir un maximum d'infos, bien sûr, on vérifie nos sources et on raconte pas n'importe quoi. Hein, mais bon, moi, pour ma part, voilà, je ne suis pas historien, je suis guide, donc c'est-à-dire que mes sources, je les ai dans les livres et je ne fais pas des recherches. Bon, quelquefois, ça m'arrive, mais je ne fais pas un travail d'historien. D'accord. Voilà. Alors, avant d'entrer dans la thématique du sujet, je ne sais pas, Philippe, si tu es d'accord, mais justement, on peut avoir du croustillant sur certaines questions qu'on vous pose, des choses un petit peu rigolotes, entre guillemets, pour bien commencer l'émission. Une question rigolote qu'on m'a posée. Attendez, là vous me prenez au dépourvu. Ou même quelque chose de récurrent qui nous semble un peu hallucinant. Une fois, hein, bon, faut pas généraliser, mais une fois on m'a demandé si Jules César était né à Ajaccio. Pourquoi? Non, mais voilà, la question c'est pourquoi. Impériale, enfin. La question c'est pourquoi. Ça m'a surpris. J'ai dit mais pourquoi vous me demandez ça? Parce qu'il est sur la place Foch, on m'a répondu. Voilà, donc bon, ok, donc en comprenant ça, bon, voilà, donc. Bon. Oui, c'est parce qu'il a une couronne. Oui, parce qu'il est en consul et que ça fait penser à Jules César. Alors bon, après c'est une personne sur des milliers, des dizaines de milliers, mais ça marque parce qu'on s'y attend pas du tout. Voilà. Après il y en a eu d'autres. On m'a demandé l'arbre des palmiers sur la place Foch. Bon, là je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Oui, voilà, je ne sais pas. Il y a des choses. Il y a des choses. Bon, après, on peut plus ou moins donner une date précise, puisqu'on regarde des images anciennes, on s'aperçoit qu'il n'y a pas des palmiers, puis ensuite les palmiers apparaissent, donc on peut plus ou moins imaginer la date de plantation des palmiers. Mais bon, sur le coup, c'est pas une question à laquelle on va penser. On vous a demandé la date précise. On m'a demandé à quelle période avaient été plantés les palmiers de la place Foch. Voilà. 1885. Voilà, Philou le sait. Oui, puisqu'effectivement, il y a des représentations d'Ajaccio. Voilà, et après, il y a la Fontaine sans les lions d'ailleurs. Exact. Il y a la Fontaine sans les lions, tout à fait. Donc ça permet de dater à peu près. Voilà, donc effectivement, un métier pas facile. Hein, il faut répondre moi j'aime bien, moi je me régale. Alors, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on en parlera aussi demain, parce que là je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Une visite particulière que vous réalisez auprès de groupes touristiques, c'est la visite du cimetière d'Ajaccio. Ouais. Alors, on peut imaginer la visite du Père Lachaise, parce qu'il y a des choses extraordinaires à voir à Paris, avec des personnalités appartenant au monde des arts ou de la littérature. Mais le cimetière d'Ajaccio, c'est un peu plus... Pourtant, on voit des cars devant, souvent. C'est très demandé, ça, j'ai l'impression. Alors, j'ai beaucoup hésité avant de mettre en place cette visite. Je me suis vraiment donné le temps de la réflexion, parce que, bon, voilà, un cimetière, c'est pas un lieu comme un autre. C'est un lieu de repos, c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu qui, finalement, touche au personnel, je dirais. Hein. Et finalement, en connaissant un petit peu mieux le cimetière, je me suis dit qu'il avait une histoire, ce cimetière. Il avait une histoire. Et en me posant la question, vous savez, je me suis renseigné auprès des personnes avant de le faire, en me disant, est-ce que ça va pas être mal perçu de faire une visite guidée d'un cimetière? Bon. Et il y a une phrase, il y a une réflexion d'une personne, je pense qu'il se reconnaîtra s'il écoute, qui m'a dit « Monsieur Nicolai, écoutez,
l'oubli c'est comme une seconde mort. Donc finalement, faire une visite guidée du cimetière, finalement, c'est faire revivre un petit peu ces personnes qui sont enterrées ici. Et finalement, c'est un peu pour ces personnes dont vous avez parlé, leur faire honneur en quelque sorte. Et donc, partant de ce principe-là, oui, je me suis dit que, voilà, on a mis en place cette visite. Alors bien sûr, on ne la fait pas dans certaines conditions, il y a un nombre maximum de personnes, on limite à 15. On ne veut pas que ce soit la foire. Voilà, on ne veut pas qu'il y ait une foule de personnes, on respecte bien sûr le lieu. Et puis quand on part sur cette visite, qui est un lieu d'histoire, qui est récent par rapport à l'histoire d'Ajaccio, puisque Ajaccio c'est fin 15e siècle, le cimetière c'est début 19e, voilà. Donc, par rapport à l'histoire d'Ajaccio, ce cimetière est quand même assez récent. Et puis on se balade, et puis c'est un lieu vraiment particulier où quand vous commencez à marcher dans les allées, finalement vous vous sentez un petit peu hors du temps, puisque vous n'entendez plus les voitures qui roulent sur la route des Sanguinaires. Souvent, lorsqu'on fait cette visite au mois d'avril ou en début d'été, parce que pendant l'été c'est pas possible, il fait trop chaud, vous avez des belles journées ensoleillées, vous entendez les oiseaux autour. Donc c'est un peu une visite hors du temps, et c'est un peu paradoxal, parce que souvent on estime que les cimetières c'est un lieu triste. Mais là, finalement, avec l'environnement autour, cette tristesse s'efface un peu lorsqu'on fait une visite, bien sûr. Et quand on parle de ces gens qui ont été mis, alors il y a des gens quand même assez importants dans ce cimetière. Pour citer que les plus célèbres, vous avez François Coty. On en parlera demain, d'ailleurs. Voilà, François Coty, donc on en parlera demain. Vous avez Tino Rossi. Et c'est pour ça que vous voyez de nombreux cars s'arrêter devant, c'est parce que ces gens s'arrêtent pour aller voir la dernière demeure de Tino Rossi. Vous avez un monument qui est d'Alfred Scamarogne, qui était quand même un grand résistant, proche de De Gaulle, qui s'est donné la mort dans une des cellules de cette citadelle. Vous avez également d'autres résistants, je pense à Henri Maillot, je pense à Colonna d'Ornano, je pense à Achille Peretti. Vous avez aussi des personnes qui ont marqué l'histoire d'Ajaccio d'une autre manière, comme vous avez on appelle ça le carré anglais. Le carré anglais, c'est-à-dire c'était ces gens qui venaient pour se soigner pour le soleil d'Ajaccio, mais même le soleil ajaccien n'a rien pu faire pour eux, et donc il a fallu les enterrer ici à Ajaccio, et donc il y a ces sépultures, ces pierres tombales qui ont été regroupées dans un endroit du cimetière, qu'on surnomme le carré anglais. Il y a ce marin russe, Jan Didvik, qui est décédé à Ajaccio dans l'explosion d'une chaudière de son bateau et qu'on a enterré à Ajaccio en toute hâte, et donc vous avez un marin russe qui est enterré dans ce cimetière. Vous avez Dorothy Carrington, oui, bien sûr. Oui, avec un monument qui lui est dédié. Donc d'autres personnages. C'est pas le Père-Lachaise au niveau des personnalités, mais pour une petite ville comme Ajaccio, finalement. C'est-à-dire qu'à travers certains personnages, on raconte la petite histoire et la grande histoire d'Ajaccio. Oui, puisqu'à travers le marin russe Jan Didvik, pourquoi ce marin russe est là ? Parce qu'il y a des accords qui ont été faits avec la France, l'Angleterre, avec la Russie. C'est la triple entente, si je me souviens bien. Et donc, c'est une partie de l'escadre russe qui est en France, vient ici à Ajaccio, et de grandes cérémonies sont prévues pour l'occasion. Et donc, ce marin russe, il y a une grande partie de la population d'Ajaccio qui assiste aux funérailles de ce marin que la population d'Ajaccio ne connaissait pas. Mais par le fait politique, vous avez une grande partie de la ville d'Ajaccio qui accompagne ce marin jusqu'à sa dernière demeure. Tu disais, Frédéric, par rapport au Père-Lachaise. Père-Lachaise, on connaît beaucoup par rapport à Jim Morrison. Mais il n'y a pas que lui. Non, mais on reste dans le monde de la chanson. Ajaccio, il y a Tino Rossi. On va rester purement commerciaux. Il a vendu beaucoup plus de disques que les Doors. Mais beaucoup plus. Même si ça me fait mal au cœur, moi qui adore les Doors, tu le sais. Mais sinon, Philippe, ce qui nous fait un petit pincement au cœur, on va conclure sur ça ce soir, c'est que finalement, les plus grandes personnalités d'Ajaccio ne sont plus là, ne sont plus à Ajaccio. Forcément, il y a Napoléon et il y en a d'autres dans sa famille. Il y a la chapelle impériale, il y a les parents de Napoléon, il y a le cardinal Fesch. Mais bon, pour se restreindre à la famille impériale, je ne vais pas dire qu'on les a volés à la Corse, ni à Ajaccio, mais bon, je le pense un peu quand même. On n'en est pas loin quand même. On n'en est pas loin. Paul est revenu à Morosaglia. Paul est revenu à Morosaglia par l'entremise de son descendant Franceschini Pietri. On en a parlé. Et qui était le secrétaire particulier de Napoléon III. Et c'est comme ça que Paul est revenu en Corse.
peut-être un jour on pourrait imaginer un retour, voire même de l'empereur. Un président de la République insulaire, peut-être. Hein. Après, Napoléon voulait être enterré à Paris. C'est vrai. C'était son vœu. C'était son vœu, comme Jim Morrison qui voulait être enterré au Père-Lachaise aussi. Allez, on se quitte, on se donne rendez-vous demain. On continuera de parler de ce cimetière d'Ajaccio parce que je crois qu'on peut aller un petit peu plus loin aussi, parce qu'il est aussi atypique au niveau architectural aussi. On n'en voit pas sur le continent, on n'en voit pas des cimetières comme ça. Ça dépend où vous allez. Bon, si vous allez à Nice, vous pouvez dans certains cimetières trouver des chapelles un petit peu comme ça, mais c'est vrai que sur les principales régions du continent, effectivement, les gens sont surpris d'avoir toutes ces chapelles. Et on en parlera demain. Donc Pierre-André, Nicolas et Philippe, à demain. À demain.